Évidemment, dans une prochaine constitution, il faut que ça y soit, comme énormément de choses, comme le référendum d'initiative populaire, comme le contrôle dans les médias, comme le tirage au sort pour contrôler chaque élu, chaque pouvoir, etc., comme la création monétaire publique. Ça fait partie en fait d'un tout qui doit être présent dans la Constitution. Mais pour changer la Constitution, il faut un grand mouvement social. Et pour ça, il faut rentrer dans ce mouvement-là, il faut rencontrer des gens, il faut créer des collectifs. Donc pour moi, ce serait plus ça la priorité que des solutions techniques uniques qui peuvent être séduisantes, mais qui au fond ne résout pas le problème majeur, qui est que il faut qu'on les dégage, quoi. Et les dégager, ça prend du temps. Il faut s'organiser, il faut faire les choses bien, il faut les dépasser en transformant toute la société entière. Le jour où on arrivera à faire, en vérité, c'est ça, l'union du peuple, l'union des classes populaires avec les gens des banlieues, à ce moment-là, c'est terminé. À ce moment-là, on a gagné. Et c'est d'ailleurs exactement pour ça que la première arme de division utilisée par la bourgeoisie aujourd'hui, qu'elle soit macroniste, qu'elle soit Retailleau, que ce soit Bardella, on en parlera, c'est de cliver à l'intérieur du peuple pour surtout que cette union ne se fasse pas et qu'on ne puisse pas dégager tous les mondialistes, tous les dominants qui sont en haut, qui possèdent les médias, qui possèdent les grandes entreprises, qui possèdent les banques, qui dirigent l'État, la haute administration. Et bien sûr, ça va être un des gros points sur lesquels il faut appuyer. Mais surtout, ce qui va être intéressant, et c'est un peu notre expérience qu'on a avec Glupatate, que vous connaissez sûrement, vous avez déjà vu des shorts avec lui. Ça va être le grand moment Glupatate, 2027, la campagne présidentielle. D'apprendre ça parce que Glupatate, on l'aime beaucoup. Et encore une fois, même si vous êtes de droite, matez Glupatate, ne serait-ce que pour la forme, parce que ce type est un champion du YouTube game. C'est du classique, le mec donne des masterclass, quoi. C'est voir comment monter une vidéo, comment choisir un sujet, etc. Si vous voulez apprendre à faire de la com, parce que bon, voilà, si vous êtes révolutionnaire, vous devez apprendre à tracter, en fait, tout simplement. Enfin, un révolutionnaire, il doit coller des affiches, tracter. Et le canard est capable de faire du panachage entre le tractage traditionnel, le collage d'affiches à l'ancienne physique et la présence web. Et ça, c'est le panachage, c'est ce qu'il y a de mieux, en fait. Et Glupatate, c'est une masterclass de militantisme par le short. Voilà, donc je vais vous afficher sa chaîne. Abonnez-vous parce qu'elle est vraiment excellente. Et nous, on est très fiers parce qu'il était venu tout seul, Glu, il avait du mal à s'organiser, à recruter, donc on l'a produit à nos frais. Et on s'est dit, on veut être fiers d'avoir un gros média. Et 2 ans plus tard, c'est bon, ils sont 3 dans l'équipe maintenant, ils vont pouvoir recruter, ils ont relancé une grande campagne. Et c'est vraiment une source de fierté de se dire, et ça, pour de vrai, on ressent ça, qu'on a pu lancer le premier média politique en France, quasiment. Glupatate, c'est des millions de vues tous les mois. Et surtout, on se dit, est-ce qu'on n'a pas envie de produire d'autres gens ? Parce qu'en fait, c'est ça qui est très fort, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être 10, d'être 20 pour faire un média. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, d'autant plus si tu as un petit serveur en local, si tu sais utiliser un peu Claude Code et compagnie, tu peux arriver à avoir des outils. Non, mais on en parlera peut-être un peu plus tard, mais tu peux avoir des outils qui font qu'avec une personne, 2 personnes bien organisées, si on donne les bons logiciels, la bonne façon de travailler, on peut faire 1, 2, 3, 4, 5 médias très facilement avec des profils différents qui convergent tous vers l'unité du peuple, la dénonciation des élites et notre organisation de toutes les façons possibles, notre agitation pour ces campagnes présidentielles qu'il ne faut pas oublier, et c'est ça aussi le piège des présidentielles dans lequel les médias veulent nous mettre absolument, c'est de choisir un camp, de choisir un candidat absolument et se battre entre nous dans les candidats. C'est pas forcément ça l'important. L'important, c'est qu'en France, les présidentielles, c'est le grand moment politique où tout le monde parle politique. Que tu sois pour un candidat ou pas, que tu trouves que les élections soient bidons ou pas, ce qui est sûr, c'est que partout, ça parle de ça. Et donc, on va pouvoir faire un grand mouvement d'éducation populaire pour 2027, surtout que tout le monde sait qu'avec la crise économique, avec comment est-ce qu'ils vont pas du tout arriver à gérer l'intelligence artificielle et les suppressions d'emplois qui vont arriver de pair, avec le racisme qui monte, le fascisme qui monte, les guerres et compagnie, tout le monde sent que si on n'intervient pas en tant que peuple à travers des médias, à travers des luttes, à travers de la pensée, eux, en haut, ils vont aller jusqu'au bout et on sait ce que le bout c'est. Ça va être la guerre, ça va être des trucs assez sales. Et on a cette prise de conscience commune qui existe, qui font que, moi, qui me donne beaucoup d'espoir pour cette campagne-là, non pas forcément pour qu'il y ait un candidat forcément qui gagne, mais que tous, on arrive à monter au niveau politiquement. Mais c'est comme quand tu regardes les chaînes Canard ou Idriss Aberkane, tu regardes pendant 1 an, 2 ans, tu sens que tu montes politiquement. Là, ça va être pareil, mais avec le peuple entier, parce qu'on ne va pas avoir le choix. Par contre, si on n'arrive pas à donner à ce moment-là, quand les gens en ont besoin, du contenu pour qu'ils puissent s'élever politiquement, eh ben on va pas pouvoir le faire. Donc c'est pour ça qu'il faut multiplier la production et de le faire sans être boutiquier, sans chercher à s'enrichir, parce que c'est ce que font les bourges en général, et c'est leur première limitation, c'est que vu qu'ils veulent avoir les dividendes, vu qu'ils veulent avoir les thunes, vu qu'ils veulent rester dans les petits réseaux, ils vont pas forcément créer de la concurrence, parce qu'ils veulent garder leur statut.
Sauf que nous, on s'en fout. Nous, on veut que ça bouge. D'accord ? Nous, on ne se voit pas dans 10 ans, 20 ans, toujours journaliste. Donc, il faut créer un maximum partout de gens qui vont être en capacité de produire du discours politique et nous dépasser. Et le jour où on se fait dépasser par des gens qu'on a initiés, c'est la plus belle des récompenses. Hein. Ça, c'est très intéressant que tu le présentes de cette manière parce que on rappelle qu'en 2008, et ça a été repris dans son livre de 2012, donc vers la fin de sa vie, Zbigniew Brzezinski, qui était le conseiller de Jimmy Carter. Alors, Jimmy Carter était techniquement un président de gauche. Il a été pas mal critiqué comme président, mais il faut reconnaître que comme humain, c'était un mec absolument remarquable. Et puis, au fond, même comme président, on peut un peu revenir sur sa présidence. Elle n'a pas été si décevante que ça, bien au contraire. Brzezinski, bien sûr, a été très sulfureux, mais vers la fin de sa vie, il a eu des positions sur le Moyen-Orient qui étaient tout à fait louables et remarquables. Et il y a cette fameuse phrase donc, de lui qui a été publiée dans un op-ed, tu sais, opposé éditorial en 2008 dans le New York Times. Je cite, « Pour la première fois dans l'histoire, presque toute l'humanité est activée politiquement, et politiquement consciente et politiquement interactive. L'activisme global est en train de générer une augmentation dans la quête du respect culturel et de l'opportunité économique dans un monde qui est balafré par les souvenirs des dominations impériales et coloniales. » Oui, alors très très bonne question. Que pensez-vous de la reconnaissance du vote blanc ? Beaucoup de gens la demandent. Est-ce que tu as un avis là-dessus ? Je pense que c'est un outil très important dans une démocratie, mais que la demander aujourd'hui sans révolution, sans changer, sans réécrire toute la Constitution, abattre le pouvoir médiatique, pour moi, ça me semble accessoire. Peut-être tu rajoutes aujourd'hui le vote blanc, et puis en plus, dans le vote blanc, je trouve qu'il y a un côté assez individualiste dans le sens où toi, tu vas dire ce système ne me correspond pas, mais tu vas pas forcément t'intégrer dans des organisations plus larges, rencontrer de nouvelles personnes pour lutter, et de toutes les façons qu'on a dit au début de la vidéo, entrepreneuriale, politique, dans l'administration. Et c'est toujours le problème aussi du vote et de l'élection, où c'est un choix individuel que tu fais tout seul, il n'y a pas cette dimension collective. Alors que dans la lutte, quand tu rejoins des luttes, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, des fois c'est bien organisé, des fois pas, etc. Mais quand tu rejoins des luttes, en tout cas, tu n'es pas seul, tu rentres dans une dynamique beaucoup plus large, et ça, je trouve ça plus intéressant. Donc, je pense que le vote blanc, c'est presque un détail dans une démocratie, et qu'aujourd'hui, il faut vraiment aller là où tu as les gens qui se bougent, créer des médias partout, créer de la pensée partout, et suivre ce mouvement historique-là qui me paraît un peu plus important que le vote blanc. Absolument, parce que le vote blanc, ça légitime quand même la structure. Quoi. On dit, on reste, on change pas les règles. Alors que, comme l'avait rappelé Étienne Chouard, ce n'est pas aux personnes de pouvoir de fixer les règles du pouvoir. Mais voilà, tu serais clairement favorable dans une nouvelle constitution, parce qu'il est beaucoup plus essentiel de changer la constitution et de la rendre réellement démocratique. La multiplication des sources d'information pour la liberté d'expression n'est-elle plus un obstacle à la fédération du peuple ? Certains parlent d'une sorte de réticulation, c'est-à-dire que chacun vivrait dans sa bulle, dans son monde, qu'on n'arriverait plus à trouver un terrain d'entente, en fait, parce que justement les sources d'information se multiplient. Moi, personnellement, je ne le pense pas. Je ne sais pas si c'est aussi ton opinion, mais voilà la question qui t'est posée. Je pense qu'il y a les deux tendances. Vraiment, marxiste dialectique au bout. Je pense qu'il y a les deux à la fois, et que c'est un rapport de force. Non, en gros, à mon avis, on peut s'enfermer dans des bulles algorithmiques, notamment politiques. Je dirais quand tu as des gens dont le discours politique ne pousse pas à aller voir la contradiction, ou des discours politiques qui produisent tellement d'abattement que en fait, tu es là juste passivement à regarder et que tu sors jamais rencontrer d'autres gens ou t'intégrer dans des mouvements plus larges ou créer tes médias, etc. Quand tu es dans l'inaction et quand tu es dans l'isolement, et là, oui, évidemment, ça crée des bulles, et tu as beaucoup de gens qui le font. Pourquoi ? Parce qu'en fait, des gens qui sont un peu dépressifs vont continuer à te regarder parce que tu vas apporter un peu de dopamine ou de trucs comme ça, et tu vas rendre captif une audience. Ce qui marche très bien quand tu veux vendre des produits, mais en politique, je trouve ça extrêmement malsain, parce qu'en fait, l'objectif, c'est de transformer la société et justement d'empuissanter les gens, si on reprend le beau terme français, là, d'empuissanter les gens. Et donc, le moyen pour lutter contre ça, je pense que c'est ce qu'on fait là, c'est-à-dire inviter largement des gens, confronter les idées, stimuler, même avec des gens avec qui tu n'es pas d'accord, pour te stimuler, pour te rendre un peu plus pertinent, pour te rendre… les contre… C'est Chouard qui disait beaucoup ça, les contre-argumentaires que tu reçois et qui te laissent bouche bée tellement c'est bien dit, en fait, c'est ce qu'il y a de mieux. Se mettre en difficulté à ce point, parce que ça te force à changer d'avis ou à affiner ou à faire des recherches et compagnie. Donc, c'est important d'être stimulé de cette façon. Et tu as plein de gens, à gauche comme à droite, qui essayent de ne pas faire ça pour essayer de construire une petite bulle. Il faut casser ces trucs-là. Donc, faites confiance à ceux qui vous disent d'aller voir ailleurs. Faites confiance à ceux qui vous disent de garder votre liberté. Faites confiance à ceux qui invitent concrètement des gens qui ne sont pas d'accord avec eux, mais qui sont là pour vous stimuler, parce que c'est ça qu'on a besoin.
On n'a pas besoin qu'on vous foute une idéologie préfaite dans votre tête. On a besoin de s'empuissanter. On a besoin de se rendre libre, de penser énormément de choses parce que les choses évoluent. Pas parce que tu penses une chose un jour que dans un an, que dans 2 ans, que dans 3 ans, tu vas pas penser l'inverse ou tu vas pas penser différemment. Une pensée qui évolue, c'est une pensée vivante, c'est une pensée mature et c'est une pensée qui évolue avec son temps et c'est ça qu'il faut rechercher. D'ailleurs, dans le chat, on vient dans le clavardier, puisque tu dis empuissanté, c'est bien. Moi, je connaissais le terme empouvoiré des Québécois, mais apparemment empuissanté est plus élégant, parce qu'empouvoiré, ça fait un peu poivré, ça me plaisait pas. Empuissanté, empower. Eh bien, quelqu'un du clavardier vient de nous dire, donc merci Black Delis, c'est toi qui m'a donné cette info. The Economist, en fait, a fait, donc The Economist, journal libéral dans le sens français. Attention, aux États-Unis, libéral, ça veut dire de gauche. Il faut comprendre la différence. Par exemple, aux États-Unis, Bernie Sanders est un liberal. Donc, ne faites pas l'erreur, hein, c'est un faux ami. Mais donc en France, The Economist, bien sûr, hein, qui est le magazine de la City, très lié à la CIA, vient de dire, regardez, la Gen Z va voter Mélenchon, alors qu'il a sous-entendu, alors que c'est un boomer, qu'il a 74 ans, mais leur chapeau est intéressant. Il défie les faiblesses de la gauche européenne. Bah, c'est rien de le dire en même temps, c'est même pas qu'il y a du défi, c'est que voilà, la gauche européenne, elle n'existe pas vraiment. Donc bon, c'est ce qu'on peut. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Tu étais au courant que The Economist avait sorti ça? Parce que c'est littéralement, moi j'étais pas, c'est le clavardier qui me l'a dit, et c'est littéralement le sujet de l'émission. La Gen Z, c'est un peu comme Bernie Sanders, quoi. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça? Ça m'inspire que quant à Mélenchon qui est à 16% et que, comme je disais tout à l'heure, les sondages font qu'en fait, il est toujours rabaissé, sous-estimé. En vérité, il est peut-être déjà à 20, 21, 22, alors que la campagne n'a pas démarré. Quand on regarde ses concurrents à gauche, ils vont pas la démarrer avant plusieurs mois et ce sera avec des Glucksmann, avec des Faure, avec des gens qui sont lamentables. Au centre, ils vont peut-être partir divisés sur des gens qui n'ont aucune idée et qui ont tous le même programme. Hein. De Glucksmann à Bardella, c'est à peu près kiff-kiff le même programme économique. Donc moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a un boulevard. Même au-delà de est-ce qu'on est pour ou on est contre, il faut constater que tu as un boulevard, que Mélenchon, c'est le seul qui a une équipe, un programme, une candidature qui est claire, nette, et qui vont y aller et qui vont rouler. On sait que c'est les meilleurs pour la campagne présidentielle. Quand tu regardes ses discours, on voit qu'il est encore meilleur qu'en 2022, qu'il est encore meilleur qu'en 2017, et qu'il est tellement radical, il peut se permettre d'être radical parce qu'il a tout cet écosystème médiatique qui fait qu'il est plus obligé de passer par France Inter et compagnie pour se faire écouter. Donc, moi, je constate qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens, et à raison, qui pensent que la candidature Mélenchon peut arriver au bout, tellement le système politique est à bout de souffle. Ça ne veut pas dire que ça va résoudre tous les problèmes. Encore une fois, il ne faut pas être juste électoraliste. Il faut se dire, qu'est-ce que la candidature Mélenchon va nous permettre de faire de mieux, de différent? Comme je disais, moins de censure sur les réseaux, attaque de certaines institutions bourgeoises, peut-être qu'il ne va pas les détruire toutes, mais qu'il va les attaquer. Il y aura moins de CNews. CNews va fermer, ça va faire du bien au pays, mais quelque chose de fou. Tu vas avoir les médias qui vont être moins concentrés. Tu vas avoir des attaques au niveau des banques, au niveau des marchés financiers, plein de choses qui vont faire que on va avoir un peu plus d'espace pour respirer, pour militer, et qu'on va pouvoir avancer dans cette histoire, et que ça va être un des maillons de la chaîne, un des marches de l'escalier, quoi. Et c'est plutôt rassurant, je me dis qu'on va enfin avoir du changement et que peut-être que le changement, ce ne sera pas un faux truc du Rassemblement national qui, avec le départ de Philippot, a déjà été lessivé par la machine libérale, définition française, et qui, avec Bardella, remet une couche encore, hein, parce que vous avez vu, sur la retraite, il va encore décaler l'âge de la retraite. Il n'y a aucune différence aujourd'hui avec Macron. Pourquoi? Parce qu'il veut séduire exactement les mêmes, c'est-à-dire ceux qui possèdent tout, ceux qui contrôlent tout. Et donc, tu te retrouves avec le même programme économique. Donc, vous voyez vraiment dans le clavardier, le seul fait que Johan ait une fine compréhension et connaissance des causes profondes du départ de Philippot vous montre à quel point c'est un analyste politique d'élite. Parce que là aussi, c'est pas sur France Inter qu'on a ce genre de nuances et de compréhension fine. Donc en fait, le fait que The Economist, l'espèce de bulle papale du libéralisme anglais fasse cet article, ça montre un peu quand même l'état d'un rapport de force selon toi, quoi. Ouais, totalement. Question de plus. Antoine Léaumont disait que c'était des bruits de couloir et que du coup ils peuvent pas en parler explicitement, mais que même dans les rédactions, tu as des gens qui se disent ah oui, en fait les insoumis ils peuvent arriver au pouvoir, et donc là tu as un raisonnement que nous on n'a pas forcément, mais que les privilégiés ont, qui se disent comment, si c'est eux qui arrivent au pouvoir, peut-être qu'il faut pas trop leur taper dessus maintenant. Peut-être que justement, il faut. Et ça, c'est vraiment un truc d'opportuniste. Mais les insoumis, ils sont très bien dans ces phases-là où ils arrivent à choper l'opportunisme de la bourgeoisie pour ensuite essayer de passer un discours un peu plus radical. C'est là-dedans où ils dansent un peu. Et donc, ce ne sera pas étonnant de voir une fracture entre ceux qui vont critiquer à fond la France insoumise et qui vont les
essayer de les corneriser, mais ça va pas marcher parce que c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Gaza, ça n'a pas fonctionné. Et de l'autre côté, peut-être une partie des fragments de gens qui vont peut-être même créer leurs propres médias, qui vont démissionner pour créer leurs propres médias, qui vont pas forcément soutenir, mais ne pas rentrer dans ce jeu-là parce qu'ils savent que leurs privilèges tiennent peut-être à leur capacité à être gentils avec les insoumis. Et nous, on va être là en mode, attends, si c'est Mélenchon qui arrive et que vous nous donnez de l'espace médiatique en attaquant le lobby médiatique et compagnie, nous, on va s'étendre et on va tout vous bouffer. Donc, même les anciens privilégiés de Paris, là, même si vous avez soutenu Mélenchon, vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous après. Donc, c'est la seconde cavalerie qui arrive et qui vont se débarrasser de ça. J'attrape cette question en vol, mais c'est pas celle-là qu'on va traiter ensemble. Comment peut-on les forcer à respecter leur programme? Un seul mot, ou plutôt un seul groupe nominal, mandat révocatoire. Ça ferait certainement partie d'une prochaine programme atelier constituant, d'un prochain atelier constituant. Allez, 2 questions pour terminer. Comment, la France n'est-elle pas socialiste avec 45% du PIB capté par l'État? Alors déjà la réponse c'est plus que 45%, mais c'est pas parce que l'État en fait accapare des richesses qu'il les redistribue. Et encore moins, donc je rappelle la définition du socialisme, c'est l'appropriation sociale des moyens de production. C'est pas le cas en France. Les autoroutes, on s'est fait bien baiser comme il faut. Pour les aéroports aussi. Les grosses machines à cash en France ne sont pas socialisées. C'est bien le but. Hein. C'est bien comme ça que ça fonctionne. Donc non, c'est pas parce qu'un État, en effet, a un pourcentage de dépenses publiques sur PIB important qu'il donne les vaches à lait à son peuple. Malheureusement, voilà. Moi, je t'en prie si tu veux, bien sûr. Ouais, mais l'État et les capitalistes, c'est une chose. Enfin, l'État est l'outil des capitalistes pour pouvoir œuvrer. Et en France, ça a permis. La sécurité sociale, par exemple, c'est un bon truc c'est à la fois une grande conquête du Parti communiste français à l'époque où il y avait des armes qui étaient antifascistes et que c'était beau. Ouais. Ambroise Croizat, magnifique. Ouais. Et c'est à la fois ça, et c'est en même temps aussi un truc qui fait que on a l'impression de pas payer les médicaments, et donc le lobby pharmaceutique a pu faire monter les prix et devenir de plus en plus grand. Et que du coup, c'est les deux à la fois. Mais que du coup, à la fois la protection sociale et l'État, et donc ces prélèvements énormes que nous avons, permet à la fois d'avoir des médicaments pas chers et d'être dans une meilleure situation qu'aux États-Unis, et en même temps de nourrir les lobbies pharmacologiques. Donc c'est pour ça que c'est à peu près maintenu. C'est un peu attaqué, mais c'est quand même maintenu. Tu peux avoir des prélèvements qui partent directement dans les fonds de pension américains, parce qu'à partir du moment où l'État est surendetté, à partir du moment où tu as créé une dette sur mesure, une dette artificielle, tu peux faire en sorte que quand tu prélèves de l'impôt en France, ça parte directement dans les caisses de BlackRock. Hein. Donc tu peux dire, oui, il y a un taux d'imposition élevé, sauf que cet argent, il ne construit pas des barrages, pas des nouvelles écoles, pas des hôpitaux, pas des nouvelles routes, etc., etc. Il ne fait pas de la recherche pour l'agriculture du futur et tout. Allez, on va prendre une toute dernière question, excellente question d'Aboubacar Adamou, qui décidément fait de très bonnes contributions intellectuelle à l'émission à chaque fois. Donc je rappelle qu'il est astrophysicien. À quel point, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, ça sera une émission en soi, les outils d'IA dans l'élection 2027. Claude Mythos vient d'être octroyé à l'UE. Alors je ne sais plus exactement dans quelles conditions, c'est un sujet en soi. Il faudra peut-être que vous fassiez un documentaire. Je ne sais pas si Underscore va le faire. Mais donc, directement ou indirectement, Bruxelles veut un palais de l'Élysée qui soit soumis à ces règles. Qu'est-ce que tu en penses, Johan ? Je fais un peu partie des gens qui pensent qui a changé pas mal d'avis sur ces questions-là, ce qui est plutôt bon signe, c'est-à-dire que tu réfléchis, que tu vois pas mal de choses, que l'intelligence artificielle va transformer beaucoup de choses à l'avenir dans nos sociétés. Limite, je pense que ça va créer une crise tellement profonde dans le capitalisme qui va pas réussir à gérer ça, que ça va peut-être nous donner l'opportunité de faire quelque chose d'assez beau. Il faudra peut-être qu'on parle de technosocialisme un jour dans un live et qu'on développe un peu cette idée-là qui est assez passionnante, je trouve. La Chine, c'est ça, quoi. Ouais. C'est en partie, ouais. Je pense que tu as plusieurs schémas possibles, mais oui, la Chine a parfaitement compris. Mais un peu, évidemment, pas antidémocratique, ça c'est clair. Mais voilà, c'est pas. Oui. Mais, de toute façon, la Chine, c'est des marxistes qui ont compris le jeu du capitalisme et qui jouent très bien à ce jeu-là. Exactement, c'est l'hybridation systématique. Et en effet, il y a quand même le fameux 5e plan quinquennal, un de ces 4, faudra que on pourrait faire un documentaire en coproduction, mais je recommanderais sinon au Canard de le faire, parce que ce grand sujet, les objectifs du 5e plan quinquennal chinois, c'est un truc qui a une influence mondiale, quoi, avec des enjeux dont, bien sûr, l'IA, les data centers, les sources d'énergie, la lutte contre la désertification, etc.